Bonjour Richard. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Richard, tu es éditorialiste international du quotidien suisse Blick. On te voit régulièrement sur les différentes chaînes françaises d'information en continu. Tu viens de publier un livre aux éditions Nevikata. Ça s'appelle « Cette Amérique qui nous déteste ». Alors, avant de rentrer plus profondément sur son argumentaire, c'est quoi exactement cette Amérique dont tu parles? Est-ce que tu parles d'un pays, tu parles d'une culture politique, tu parles d'une part de la société américaine qui prend de plus en plus de place? De quoi tu parles en fait? Je parle d'un mouvement américain qui est le mouvement MAGA. Je dis mouvement parce qu'en fait, c'est pas un parti politique, c'est pas le parti républicain, c'est pas non plus, ça peut pas se résumer à l'Amérique qui a voté Donald Trump, c'est l'Amérique qui en quelque sorte est mise en mouvement par le Trumpisme. Et ça, il y a trois grands groupes dans cette Amérique-là, et c'est pas toute l'Amérique, c'est cette Amérique. Les trois grands groupes, c'est d'une part ce qu'on pourrait appeler les bigots, l'Amérique religieuse, chrétienne, fondamentaliste. Les masculinistes, c'est cette Amérique mâle qui s'est reconnue dans Donald Trump, et on le voit beaucoup maintenant depuis un an qu'il est au pouvoir. Et dernière chose, c'est l'Amérique républicaine conservatrice, mais qui maintenant est devenue beaucoup plus dure et beaucoup plus réactionnaire qu'elle ne l'était auparavant. Et donc le conglomérat de ces trois Amériques que Donald Trump a su réunir sur son nom, fait cette Amérique dont j'ai découvert lors de mes reportages aux États-Unis, notamment l'année dernière en 2024, mais aussi cette année, qu'elle nous déteste, qu'elle déteste l'Europe, et plus grave que ça, qu'elle a bel et bien l'intention de nous détruire et de nous vassaliser. Alors, justement, c'était ma deuxième question, un peu tout aussi simpliste. Nous, c'est qui? Tu dis que c'est l'Europe. Qu'est-ce que c'est, encore une fois, dont tu parles? Est-ce que tu parles d'une zone géographique? Enfin, détester un continent, ça n'a pas beaucoup de sens pour sa géographie. Donc, de quoi exactement tu parles quand tu dis nous? Alors, le nous, c'est nous les Européens, au sens large. Alors après, j'ai bien conscience, c'est la réalité des faits, qu'il y a une partie importante des populations européennes, prenons les pays de l'Union européenne et ajoutons les quelques incongruités ou pays partenaires que sont la Norvège, la Suisse, les pays qui gravitent autour de l'Union européenne. Dans cet ensemble démographique à peu près de 500 millions d'habitants, il y en a aujourd'hui grosso modo 30% qui se reconnaissent dans le même agenda que cette Amérique-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des Européens qui détestent d'autres Européens pour les mêmes raisons que Donald Trump. Mais c'est nous les Européens occidentaux en particulier, qui avons forgé ou qui avons cru forger un modèle durable, un modèle de société, où en gros l'égalité et la justice doivent dominer, un modèle de vie où l'immigration est acceptée avec toutes les difficultés qu'on connaît, mais où elle est quand même acceptée. C'est cette Europe. Alors Emmanuel Macron a l'habitude de dire l'Europe des Lumières. Moi, je ne vais pas jusque-là. Je ne crois pas que ce soit l'Europe des Lumières, mais c'est une Europe d'ouverture, une Europe qui s'est construite sur l'idée de paix, qui s'est construite sur l'idée de justice, qui s'est construite sur l'idée de règles et qui a façonné nos vies quotidiennes. Eh bien, cette Europe-là, c'est celle qu'aujourd'hui Donald Trump et les siens au sens politique du terme, veulent abattre. Quand tu dis Donald Trump et les siens, le mouvement MAGA, tout ça ont des expressions visibles assez récentes. Pour autant, tu situes en fait cette haine nous, des Européens, tu l'as fait remonter à bien avant. Tu construis dans ton livre une généalogie en fait de cette adversité. Sur quoi elle se fonde? C'est quoi les éléments en fait historiques de cette adversité des États-Unis envers l'Europe? Alors d'abord, je voudrais reprendre la genèse du livre. Moi, je ne suis pas parti. En gros, c'est un livre que j'ai construit sur 6 mois de reportage aux États-Unis, 4 mois pleins en 2024 lors de la campagne et 2 mois en début de cette année. Et où tu as visité plein d'États. Voilà, et où je suis ces 2 derniers mois, enfin en 2025, parti sur les traces de J.D. Vance, le vice-président qui incarne peut-être encore plus que Trump cette détestation. Pourquoi j'ai fait ce livre? Parce que moi, je connais assez bien les États-Unis, même si je n'en suis pas un expert, un spécialiste. J'ai quand même pas mal circulé aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, et je n'avais jamais senti, cette détestation de l'Europe. Alors, le mot détestation,
on peut le nuancer. Est-ce que c'est pas plutôt du mépris? Est-ce que c'est pas de l'indifférence teintée de mépris? J'accepte la critique. Mais de fait, désormais, les Européens sont dans le collimateur de cette Amérique-là. Alors pourquoi Première raison, je pense qu'il y a une raison, effectivement, comme tu le disais, historique, c'est que les liens avec l'Europe, de tous ces Américains blancs, qui viennent de familles européennes, les liens se sont distendus avec le temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus maintenant à la deuxième, troisième génération. Je rappelle quand même que Trump, ce n'est que la troisième génération. Il est le petit-fils d'un immigré allemand. On y reviendra peut-être. Mais beaucoup, c'est la cinquième, la sixième génération. Tout ça, c'est énormément dilué. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La société américaine a changé. On connaît l'importance de l'immigration latino, notamment qui a complètement changé le visage des États-Unis. Enfin, troisième élément qui est important, c'est qu'il y a eu des cassures dans la relation États-Unis-Europe. Il y en a une notamment qui nous revient tout le temps quand tu commences à aborder le sujet Europe aux États-Unis, c'est la guerre d'Irak, c'est le fait que la France, l'Allemagne et une partie de l'Europe ont dit non, ont refusé de soutenir les États-Unis dans un moment avec de bons arguments, refusé de soutenir avec de bons arguments, mais dans un moment où les Américains attendaient notre soutien. Et donc, si tu ajoutes cette distanciation naturelle liée tout simplement au temps qui passe, ces fractures qui se sont manifestées, notamment à travers la guerre en Irak, eh bien, tu as une accumulation de sujets, et puis s'ajoute à ça maintenant un autre élément qui est là, et je le développe beaucoup, qui est la prédation, j'allais dire, technologico-culturelle des géants de l'Internet qui nous dominent de facto, ils nous dominent au quotidien et qui n'ont absolument pas l'intention de reculer, ils veulent continuer de nous dominer parce que c'est devenu essentiel à leur viabilité économique. Alors, si je puis me permettre, là, ce que tu décris, c'est des relations qui se sont distendues et des rapports de pouvoir qui s'exercent. Pas de détestation profonde. C'est pas du même ordre, en fait, de dire en fait, ils nous considèrent comme étant non plus des cousins éloignés, mais des étrangers, et de dire nous allons vous détester, nous allons faire de vous, comme tu l'écris dans le livre, nous allons faire de vous des vassaux, on va vous mettre le pied sur la gorge et on va bien appuyer fort, quoi. Qu'est-ce qui fait que l'on passe d'une distanciation à une haine, une détestation? À mon sens, au moins trois choses. Cette Amérique que l'on peut décrire rapidement comme l'Amérique de Trump, l'Amérique qui est aujourd'hui menée par Donald Trump, c'est une Amérique qui voit en nous d'abord des faibles. Les Européens sont faibles. Or, c'est une Amérique qui valorise la force en tout, dans les rapports économiques, dans les rapports diplomatiques, dans les rapports militaires, dans les rapports familiaux. C'est une Amérique qui voit la force comme la solution à tout. Et nous, Européens, nous sommes faibles, nous avons en quelque sorte renoncé à la force militaire, etc., etc. Nous abritons derrière le droit. Je peux citer des tas d'exemples. Premier élément de cette détestation, le fort déteste le faible. Alors, en même temps, il a besoin du faible et il abuse du faible, mais il ne veut pas devenir faible. Deuxième élément, il faut bien le dire, c'est le retour en force de la réaction blanche sur le thème l'Amérique blanche. L'Amérique blanche, l'Amérique chrétienne blanche, qui privilégie le travail, la famille, l'Église. On ne parle plus de race officiellement aux États-Unis, mais on y pense quand même très fortement. Il n'y a qu'à voir le fait que Donald Trump a réouvert les portes de l'immigration aux Afrikaners d'Afrique du Sud. C'est quand même très révélateur. Et quand ils regardent l'Europe, ces Américains, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient de fait une Europe métissée, une Europe où une partie de la population est de confession musulmane, une partie importante, et ils nous reprochent de ne plus défendre les valeurs occidentales que eux estiment défendre. Alors là, on peut ouvrir le débat, mais eux s'estiment défenseurs de la civilisation occidentale, j'allais dire, originelle, et ils nous reprochent de l'abandonner. Donc le deuxième reproche, le deuxième motif de détestation, il est culturel. Troisième motif de détestation, et là on entre plus dans le politique, c'est que nous, Européens, collectivement, on a abusé d'eux, ce qui est quand même faramineux, quand on sait que en réalité le monde a été beaucoup façonné par les États-Unis, que l'Europe est sous la domination américaine, que l'OTAN, l'Alliance Atlantique, est largement dirigée par les États-Unis, mais eux estiment que les Européens ont profité de la situation. C'est tout le discours de Trump sur « vous nous avez pas payé notre défense, vous nous avez pas payé notre sécurité ».
3 points de suspension, ça vous a permis d'avoir des vacances, ça vous a permis d'avoir une sécurité sociale, ça vous a permis de vous la couler douce, pendant que nous, on bosse et on vous défend. Quelle réalité il y a dans cette détestation? Autrement dit, est-ce que tu penses que cette détestation des États-Unis dit quelque chose des Américains eux-mêmes? Parce que ce que tu décris en creux dans ton livre, c'est quand même un pays qui est fracturé, un pays qui est divisé, un pays qui, dans une certaine mesure, se déteste aussi lui-même. Et donc, en nous détestant, en fait, ils se détestent eux-mêmes. L'itinéraire de Donald Trump, personnel, familial, est de ce point de vue-là très intéressant. Je pense, mais je ne suis pas psychanalyste et je n'ai pas consulté des psychiatres sur le sujet, je pense que Donald Trump a un problème avec ses origines allemandes. Il vient d'une famille allemande, originaire de Karlstadt, en Bavière, du côté paternel s'entend. Son grand-père, Fred Trump, émigre d'abord à New York, puis va faire fortune dans le Yukon, qui est aujourd'hui au Canada, durant la ruée vers l'or. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que son père, qui s'appelle aussi Fred, son père, pendant l'entre-deux-guerres, va nettement pencher pour cette Amérique d'extrême droite qui a existé, notamment autour de l'aviateur Charles Lindbergh. Et après la guerre, pour faire des affaires, le père de Donald Trump se fait passer pour suédois afin de travailler avec des banquiers et autres financiers juifs de New York, parce que dire qu'on est d'origine allemande après la Seconde Guerre mondiale, ça peut être compliqué. Et donc je crois que c'est créé un pathos chez Donald Trump. Il a un problème avec ses origines paternelles allemande. Il estime que l'Allemagne est un pays qui n'a jamais joué le jeu, qui a toujours été au fond hostile aux intérêts américains, alors qu'il est beaucoup plus, semble-t-il, accommodant et même assez fier de ses origines écossaises. Il ne t'a pas échappé qu'il a un golf à Thornbury en Écosse, là où Mme von der Leyen s'est rendue en juillet pour signer l'accord commercial. Donc je crois qu'il y a une empreinte personnelle de Donald Trump. Au-delà de ça, les Américains que j'ai rencontrés, ils reprochent au fond deux choses. Ils nous reprochent deux choses aux Européens. D'abord, et je reviens là-dessus, ils nous reprochent, et on peut mettre ça sous le compte de la jalousie, mais la jalousie est souvent le moteur de la détestation, de vivre beaucoup plus confortablement qu'eux. Parce que c'est vrai, cette Amérique est une Amérique où on ne vit pas bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes de pouvoir d'achat réels, ils existent aussi en Europe, mais ils bossent beaucoup plus. Ils ont une précarité sociale beaucoup plus importante. Ils dépendent beaucoup plus de leur épargne, puisque tout est privé aux États-Unis, tout est basé sur la capitalisation. Donc ils nous reprochent, au fond, de leur avoir fait payer notre confort social. Est-ce que c'est de la jalousie ou de la détestation? Je laisse au lecteur le soin de trancher. Et deuxième chose, ils sont aussi jaloux de ce qu'on est, c'est-à-dire on a quand même un environnement culturel, de patrimoine qui attire le monde entier, et eux vivent mal le fait d'être la première puissance mondiale et de ne plus être autant aimés qu'avant. On pourrait dire qu'en quelque sorte, le désamour pour les États-Unis alimente leur détestation de l'Europe, mais l'élément nouveau, ce que je dis là a l'air un peu un télo, mais c'est qu'on entend ça même dans les classes populaires américaines. Moi, j'ai roulé en camping-car. Le soir, au camping, quand je garais mon camping-car et que je m'asseyais autour du brasero, puisque l'habitude est d'avoir un brasero à chaque place de camping, et que j'ouvrais la discussion sur l'Europe, très rapidement, c'est ça qui venait. Dans tes rencontres, est-ce que tu as discuté aussi avec des Américains qui avaient une autre vision de l'Europe, de nous, et du coup, quelle était-elle? En dehors du coup de ces bigots, de ce mouvement MAGA, de ces Trumpistes et de ces républicains, qu'est-ce que pensent par exemple les démocrates? J'imagine que tu as aussi rencontré des démocrates. Non, tu l'as dit, et c'est très important, l'Amérique est fracturée. Je le répète, comme nos pays européens. De ce point de vue-là, on n'échappe pas à la même situation. L'Amérique est fracturée. Alors, il reste une Amérique qui nous aime, ou en tout cas qui a vis-à-vis de l'Europe beaucoup plus d'empathie. Et une Amérique qui peut redevenir majoritaire dans les urnes, puisqu'une grande partie de l'élection des raisons de l'élection de Donald Trump, rappelons-le, c'est qu'au fond, les électeurs démocrates ne sont pas allés voter. Il n'y a pas eu suffisamment de mobilisation chez les électeurs démocrates, alors que Donald Trump a fait le plein de son réservoir de voix. C'est ça l'analyse de l'élection de 2024. Eh bien, cette Amérique, qui c'est vrai est une Amérique quand même plus éduquée,
il faut bien le dire que l'Amérique de Trump est une Amérique, j'allais dire, du bas, en termes d'éducation, en termes de niveau culturel. Dès qu'on monte un peu dans les étages, on trouve une Amérique plus éduquée, plus ouverte, plus urbaine, qui connaît l'Europe, qui ne vit pas des clichés sur l'Europe, qui la connaît, qui y est allé, etc. Cette Amérique, je pense que, est-ce qu'elle nous aime? Alors oui, pour la partie élite intellectuelle. C'est ceux qui viennent en France, c'est ceux qui achètent des appartements en France, c'est ceux qui veulent continuer de venir ou dans d'autres pays européens, mais la France et l'Italie ont quand même un avantage, j'allais dire, particulier. Mais est-ce qu'elle est encore aussi, je dirais, aussi enviée? Est-ce qu'elle est aussi populaire, la thèse de l'Europe? Malheureusement, y compris dans les classes moyennes supérieures, l'Europe souffre, même aux yeux de cette Amérique qui nous aime, d'un problème. Ce problème, c'est qu'on a raté l'innovation. On n'est plus vu comme une puissance qui bouge, comme une puissance dynamique. Autrement dit, ne reste plus chez cette Amérique-là que le goût de l'Europe, le goût du patrimoine, le goût du débat intellectuel, le goût de la cuisine. Elle a le goût de l'Europe, mais elle n'a plus l'envie d'Europe. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'Europe ne fait plus envie. J'ai une dernière question, Richard, et c'est un peu la contraposée de ta proposition. Enfin, c'est plutôt même l'origine en fait de ton livre. C'est que ton livre, il est à destination surtout des Européens et des Français en particulier. Qu'est-ce que tu attends en fait de ce bouquin? Est-ce que tu penses que nous sommes aveuglés dans notre vision que l'on a des États-Unis? On parle, et d'ailleurs t'en dis aussi un mot, de communauté de valeurs avec les États-Unis, d'amitié historique, etc. Tu penses qu'on devrait se départir en fait de ce vieux cadre qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui? Mais du coup, si on s'en départit, c'est pour faire quoi? C'est pour être nous aussi hostiles vis-à-vis d'eux? Je pense d'abord que nous avons, nous, et je m'inclus là-dedans, a fortiori les générations qui ont connu, je dirais, l'Amérique glorieuse, l'Amérique des années 80, l'Amérique qui restait un petit peu le modèle, disons, qui donnait le ton dans le monde. Je pense que nous avons un problème, nous ne sommes pas culturellement, psychologiquement formatés pour nous méfier de l'Amérique. Alors peut-être plus en France quand même, où il y a une solide tradition de méfiance vis-à-vis des États-Unis, mais globalement nous avons tous été éduqués dans l'idée qu'il y a une communauté de valeurs, il y a une communauté de destin entre les deux côtés de l'Atlantique. Ça, aujourd'hui, c'est remis en cause. Et on doit ouvrir les yeux. Donc première réponse à ta question, ce livre, il est là pour nous dire ouvrez les yeux. Ça ne veut pas dire mettez-vous à détester les Américains, ça veut dire n'en attendez plus rien d'autre que des choses très concrètes, des contrats, je dirais des algorithmes, etc. Mais ne parions pas, arrêtons de parier sur l'amitié entre les États-Unis et l'Europe, car elle n'est plus au rendez-vous, ou en tout cas elle est menacée. Donc premier objectif de ce livre, c'est notre lucidité, d'être en quelque sorte un accélérateur de lucidité. Deuxièmement, quelle est l'alternative ? Mais je ne crois pas qu'il faut chercher une alternative ailleurs, il faut chercher une alternative en nous-mêmes les Européens. Et je parlais tout à l'heure de l'envie d'Europe. La recette, elle est chez nous. Si on veut que les Américains se remettent à nous aimer, eh bien, donnons-leur des raisons de nous aimer. Devenons forts, et à ce moment-là, on reviendra dans la ligue qui les intéresse, c'est la ligue des puissances. Devenons créatifs, innovons, et à ce moment-là, on aura l'amitié des chercheurs et de tous ceux qui travaillent, et aussi des milliardaires qui recherchent toujours vers l'innovation. Autrement dit, la question posée par ce livre à travers le regard des Américains, c'est notre révolution en tant qu'Européens qu'on doit faire. Est-ce que, je pose la question, est-ce qu'au fond, même si c'est caricatural, si c'est des clichés, les questions posées par cette Amérique-là ne sont pas des bonnes questions, ou en tout cas des questions que l'on doit prendre en compte en Europe, d'où le sous-titre de mon livre, cette Amérique qui nous déteste, la comprendre pour mieux lui répondre. Merci beaucoup Richard. J'enjoins tout le monde à lire ce petit opus, donc Cette Amérique qui nous déteste, aux éditions Nevi Kata. Merci Richard. Merci.